voilà, nous ça fait un peu plus que vous qu'on est engagé dans cette description et dans cette réflexion autour des référentiels de compétences, mais on est toujours aussi en progrès et on est toujours dans un processus qui est loin d'être terminé. Je ne sais pas si c'est rassurant ce que je dis, mais c'est un peu la conception qu'on a. Alors, donc nous on travaille en logopédie, ce qui est le terme belge pour l'orthophonie, c'est strictement la même chose, si ce n'est que c'est dans une formation universitaire, puisque depuis de longues années, l'orthophonie dispose d'un master universitaire en 5 années en Belgique. Donc notre formation, elle s'inscrit on a 3 années de bachelier, 2 années de master. On a environ une 50aine d'étudiants par année, donc globalement, on peut considérer qu'on est autour de 200-250 étudiants, parce qu'il y a des années qui sont plus fournies que d'autres. Et l'approche par compétences, on a commencé à y réfléchir en 2007, donc effectivement, on sera bientôt dans 10 ans. Alors, on a commencé à y réfléchir, mais évidemment, on assurait des cours, et donc on a continué à travailler dans notre programme en développant des choses. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se nourrit, qui se construit. On a affiné notre référentiel, on a modifié le programme, et je pense que chaque année, on ajuste les programmes, et on avance, on déplace un peu le cursus vers notre idéal, mais vous verrez qu'on a, comme vous, toute une série de contraintes qui font que simplement notre idéal n'est pas implémentable directement. Alors, les étapes qu'on a suivies, c'est que la première chose qu'on a commencé à faire, c'est comme ce qu'on fait d'habitude quand on commence à travailler en compétences, on a réfléchi à un référentiel. À l'époque, en orthophonie, il n'y en avait pas, donc on a regardé ce qui se faisait dans des disciplines proches, et puis on a travaillé aussi avec Jacques pendant 2 ans pour construire un référentiel. Le nôtre, il est composé de 5 compétences, la prévention, l'évaluation, le traitement, qui sont des compétences qui sont cliniques, et puis vous allez reconnaître des compétences qui sont assez proches de ce que vous avez dit. La relation professionnelle, donc on pourrait y mettre tout ce qui est collaboration, coopération, l'expertise, donc tout ce qui est professionnalisme, qui sont 2 compétences plus transversales, qui sont évidemment mobilisées avec les autres compétences. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme implication? Alors, donc, je ne vais pas revenir sur le référentiel, mais il est vraiment disponible, et si vous en avez besoin, on peut vous le transmettre. Sinon, si vous allez sur le site de l'université, si vous tapez logopédie, vous allez voir le référentiel, il est disponible, nos étudiants l'utilisent, donc il est facilement trouvable. Il y a des compétences essentielles, les situations professionnelles, et puis on va vous montrer les trajectoires qu'on a faites. Donc, de la même façon que vous, on a essayé d'identifier les dimensions qui étaient vraiment incontournables à travailler. Et pour nous, on a une formation qui est professionnalisante, donc c'est parfois plus simple pour des formations professionnalisantes d'identifier ce qu'on voudrait que le futur professionnel devienne, ce qu'il doit être capable de faire. La raison pour laquelle on s'est tourné aussi vers ces formations par compétences, c'est qu'on était assez frustrés de la qualité de la formation clinique qu'on était capable de faire à l'université, entre d'un côté des connaissances théoriques extrêmement poussées, et de l'autre côté des étudiants qu'on envoyait en stage, qui faisaient un grand écart en disant « oui, mais ce que vous m'avez dit, c'est pas la vraie vie ». Et donc, on avait aussi envie que la formation clinique devienne la vraie vie et soit connectée avec la recherche, avec tout ce qu'on développe par ailleurs. Donc, avant de passer dans ce programme-là, tout ce qui était au niveau professionnel, tout ce qui était les compétences plus complexes, elles étaient principalement déléguées à l'extérieur de l'université, c'était au niveau des stages, et les stages, en plus nous on n'a pas une formation contingencée, ça veut dire qu'on a un maximum d'étudiants, dont plein d'étudiants français qui sont limités chez vous ici, et donc c'est compliqué parce qu'on coince pour les places de stage, on sait que c'est hétérogène au niveau des lieux de stage, etc. Donc si on remet tout le poids de la formation professionnalisante sur des lieux de stage, on se met dans une situation très inconfortable par rapport à la qualité qu'on veut fournir. Et on sait aussi que non seulement les lieux de stage sont très hétérogènes en termes de suivi, mais aussi en termes de situations qui peuvent être exercées, puisqu'on va avoir des lieux de stage dans des hôpitaux où on va pouvoir faire beaucoup d'évaluations, des lieux de stage dans des écoles où on ne va jamais faire d'évaluation, mais on va faire du traitement, etc. Et donc on était face à une difficulté d'avoir des étudiants qui étaient formés grosso modo, mais on n'avait aucune certitude quant au fait qu'il y avait une formation de qualité sur toutes les compétences qu'on voulait certifier. Alors,
le fait de passer dans un programme par compétences nous a vraiment permis d'ailleurs d'abord d'identifier clairement tout ce qu'on voulait travailler et de pouvoir identifier avec les étudiants aussi ce qu'ils étaient capables de travailler en stage et les compétences qui n'étaient pas suffisamment développées dans les lieux de stage. On ne pouvait pas changer les lieux de stage. Par contre, nous, on pouvait identifier ce qui n'avait pas été fait suffisamment pour pouvoir le faire à l'université et le faire un peu à la carte en fonction de ce qui avait été fait. Et donc, on l'a utilisé pas mal avec des dispositifs d'e-learning, avec des choses qui étaient qu'on a mis en place au fur et à mesure des années. Et chaque année, on avance avec des bases de données de cas, avec des situations qui sont filmées, enfin toute une série de choses pour pouvoir compléter ce qui n'est pas vu sur le lieu de stage, pour que l'étudiant puisse avoir la formation la plus générale possible. On a aussi décidé d'avoir un stage socle à l'université. On a la chance d'avoir une clinique universitaire, donc une clinique dans la fac où on a des patients, ce qui, comme chercheurs, ce qui est aussi notre cas, nous permet de continuer à recruter des patients sur des pathologies très ciblées pour avancer au niveau de la recherche, mais au niveau pédagogique, c'est évidemment très riche parce qu'on peut travailler avec nos étudiants sur des cas réels. Et donc, on a décidé que tous nos étudiants, avant d'aller sur le terrain, feraient un premier stage qu'on appelle le stage socle, et c'est Tracy qui en est responsable, donc pourra répondre à toutes vos questions là-dessus, pour qu'ils aient tous le même bagage initial avant d'aller sur le terrain, et pour qu'on sache que même si ils vont vivre des choses qui sont très différentes, ils auront tous été vus et été évalués dans des situations d'évaluation et de traitement qui sont là beaucoup plus standardisées, puisque là on a le contrôle de ce qu'on peut proposer comme situation. Donc ça c'est aussi un outil qui était assez important. On essaie aussi de documenter ce qu'on a, donc on a publié des petites choses sur ce genre d'approche, donc si vous voulez les références, on vous les transmettra. Donc ce qui a changé et la première chose qui a bougé, c'était aussi ce qui nous tracassait le plus. Je pense que chacun vient aussi avec ses préoccupations, là où on se sent le moins bon. Et donc nous, c'était les stages, c'était en tout cas l'articulation entre la théorie et la pratique. On se demandait comment c'était avant qu'on passe par compétences. Nous, on commence à ne plus savoir comment c'était. On peut vous parler des versions différentes de notre grille d'évaluation des stages dans les compétences, mais je pense qu'avant c'était une évaluation beaucoup plus globale de 1 à 10, parce qu'il faut aussi remettre une note sur des choses comme ça, uniquement sur des compétences cliniques, ce qui posait problème à un certain nombre d'entre nous, parce qu'on se rend compte, et c'est vraiment un constat qu'on fait de plus en plus, que quand les étudiants sont problématiques, c'est rarement uniquement sur les compétences cliniques. Dans des métiers de la relation, c'est très gênant. Ça va être sur les compétences professionnelles, sur la capacité d'interagir, etc. Et donc, comme on n'avait pas ce type de choses qui étaient évaluées dans nos grilles, si les étudiants faisaient un travail qui était correct au niveau du contenu, mais qui était complètement inadéquat sur la façon dont ils interagissaient avec le patient, etc., on savait difficilement les arrêter. Donc, c'est vrai qu'une des premières choses qui a été très importante pour nous, c'est en identifiant des compétences qui sont des compétences transversales, mais qui sont essentielles. On a parlé de seuil incontournable, comme il faut absolument être capable de pouvoir documenter ses pratiques, d'aller chercher la littérature récente, de regarder si le traitement qu'on propose est le meilleur traitement au vu des connaissances actuelles, ou bien simplement d'avoir une pratique de qualité, d'avoir une interaction de qualité. On a de temps en temps, puis j'ose imaginer que ce n'est pas le cas chez vous, mais on va dire que chez nous, on a de temps en temps des patients, des étudiants qui ont vraiment des problèmes relationnels importants. On est en plus dans une fac de psycho, donc je ne sais pas si ça attire les étudiants qui sont pas toujours très appropriés, mais on en a. Et donc c'est pas évident, parce que mettre en stage un étudiant dont on sait qu'il va être très problématique avec un patient, mais qui par ailleurs a des scores excellents, a des QCM, qui est excellent au niveau des savoirs, c'est problématique, parce qu'on n'a aucune raison de l'arrêter. Pourtant on sait que ça va vraiment poser problème dans le travail qu'il va devoir fournir. Donc le fait d'avoir un référentiel plus large, de pouvoir le documenter, d'avoir une grille de stage qui tient compte de toutes les compétences, permet de dire ok, il y a plein de choses qui vont bien, mais ça c'est aussi pour nous un point d'arrêt, et ça nous a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'on a vu une augmentation aussi de nos exigences par rapport à la formation clinique. Du coup je pense de la qualité de la formation, mais on arrête beaucoup plus les étudiants avant que ce qu'on le faisait. Et donc, la grille d'évaluation des stages va vraiment essayer de donner un poids équivalent aux compétences cliniques et aux compétences transversales. Alors,
la grille d'évaluation des stages, elle peut être construite sur ce qu'il faut arriver en fin de parcours, sur le niveau final. Et on a commencé par déterminer le niveau final. Puis nous, on a une formation en 5 ans. Donc quand on a commencé à travailler sur les stages de dernière année, on était dans le confort. En 4e année, on commençait à se dire, c'est presque comme en dernière. Mais quand on a voulu travailler sur les premières années, 1, 2, 3, on était tellement loin du niveau final que c'était très difficile de se dire, est-ce qu'on accepte ça, sachant qu'ils ont encore autant de temps pour avancer. Et donc on a vraiment dû passer par ce travail sur le parcours de formation, en se disant, mais comment est-ce qu'on va pouvoir identifier des points de passage, des niveaux d'atteinte dans le parcours. Et donc ce travail sur les niveaux de développement dont on a un peu discuté tout à l'heure, ça a été aussi important pour nous que le référentiel. Et pour le travailler, on a été voir comment on définissait des niveaux d'expertise, on a été voir des travaux et on s'est rendu compte que pour être expert dans une tâche complexe, il faut beaucoup la pratiquer, il faut la pratiquer de façon flexible, il faut l'entraîner, etc. Alors nous, on est orthophonistes, évidemment, l'analogie avec le langage nous parlait beaucoup. C'est évident qu'un jeune enfant, il commence à parler très très tôt. Alors évidemment, les premiers mots qu'il dit, il va pas faire des phrases complexes, mais il va faire papa, papa, pati, il va faire du 1 mot, du 2 mots, du 3 mots. Mais quand il fait ça, il est en train de parler, il est en train de communiquer et il est en train d'interagir. Donc l'idée, c'était de se dire, nos étudiants, ils sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au début, ils vont faire des évaluations, mais elles ne vont pas être très très complexes, elles vont pas être mais ce sera quand même des évaluations du langage. Ils vont proposer des plans de traitement, ils ne sont pas très élaborés, mais nous, notre travail, c'est de les aider à enrichir et à faire des choses qui sont de plus en plus élaborées. On a été voir des gens qui écrivaient sur l'expertise des joueurs d'échecs, des pilotes d'avion, ce sont toute une série d'apprentissages qui s'améliorent quand on les pratique. Donc il fallait qu'on arrive à trouver des situations où on allait faire pratiquer nos étudiants dès le début, ce qui est aussi difficile à concevoir pour un tas d'enseignants qui considèrent qu'il faut d'abord avoir un grand bagage avant d'oser mettre les étudiants en stage. Mais si on fait ça, c'est vraiment un acte de foi de penser que tout va se développer après. Et nous, plus on le voit, plus on pense que ça ne se développe pas comme ça spontanément et que pour certains étudiants ça marche bien, mais pour d'autres ils ont vraiment besoin d'accompagnement. Donc on a développé 5 niveaux, donc seulement 3 sont travaillés dans la formation et 2 sont des niveaux qui sont plutôt en formation continue. Alors il se fait que maintenant qu'on est dans le confort, dans la formation initiale, on est en train de définir, de travailler plutôt au niveau de la formation continue. On va commencer à travailler sur la supervision des maîtres de stage, on a des processus plus à ce niveau-là. Nos prochains chantiers, ils sont dans la formation continue plus que dans la formation initiale, mais c'est la même logique. Donc le référentiel que je vous laisserai découvrir ou qu'on regardera par la suite, il reprend les compétences et il reprend les niveaux, novice, intermédiaire, compétent, sachant qu'il y en a 2 autres, mais comme nous on travaille avec les étudiants, on a développé principalement ceux-là. On a développé des apprentissages critiques, donc les incontournables pour chaque compétence, pour chaque niveau de développement. Alors, ils doivent être faits, ils doivent être travaillés, donc c'est à nous de proposer des activités pédagogiques ou de vérifier qu'effectivement ils ont l'occasion de s'entraîner là-dessus, et puis ils doivent être évalués. Et on ne considère pas qu'il y a une hiérarchie entre les apprentissages critiques d'un niveau. Si on a considéré que c'est des apprentissages critiques à faire à tel niveau, il faut les travailler. Donc voilà, un exemple par exemple pour la compétence traitement, évaluation. Donc au niveau novice, il faut se familiariser à la démarche et par exemple c'est identifier des procédures d'évaluation. Et on va peut-être partir du 2e niveau qui est le plus simple. Ils doivent récolter des informations administratives, médicales ou familiales. C'est-à-dire qu'au tout début, quand ils arrivent, ils ne sont pas encore capables de faire une anamnèse complète, mais ils peuvent quand même demander à un patient une série d'informations administratives. Et parfois, pour certains étudiants, c'est déjà compliqué d'avoir une relation appropriée à ce niveau-là. Par la suite, au niveau intermédiaire, évidemment, ce sont des informations qui vont être de plus en plus axées sur ce qu'ils vont devoir aller chercher, des informations langagières, des informations médicales. Et puis, à la fin du master, non seulement ils doivent être capables de les recueillir, mais aussi les recueillir dans des situations extrêmement complexes, quand le patient n'est pas collaborant, quand le patient ne parle pas en français, par exemple, avec un interprète, où on peut vraiment complexifier les choses.
Alors, les changements pour le programme, donc avant d'être dans cette démarche, je vous ai dit, on commençait par la fin et finalement on avait des choses qui étaient plutôt entraînées, des aspects professionnels plutôt en fin de cursus. On se disait que les étudiants avaient cette impression-là aussi que pendant 3 ans ils faisaient autre chose que de l'orthophonie et qu'ils en faisaient juste à la fin. Ce qui évidemment n'augmentait pas le niveau de motivation ou d'implication des étudiants qui avaient l'impression qu'ils faisaient de la bio, des stats et un tas de choses qui ne servaient à rien et qu'un jour viendrait enfin où on les mettrait devant un patient, donc il y avait ce décalage. Et du coup il y avait aussi peu de temps pour travailler ces compétences cliniques puisqu'elles arrivaient tard. Donc ça nous a obligés vraiment de passer par les compétences à investir ça beaucoup plus tôt, mais donc de se donner du temps en vérifiant effectivement qu'on avait des dispositifs pour les travailler, en déplaçant les cours, certains cours maintenant arrivent plus tôt, et on va travailler des situations complexes, mais on va avoir un niveau d'exigence qui est un niveau novice ou intermédiaire. Donc on ne se prive pas de la complexité, mais on a un niveau d'exigence différent par rapport à ce qu'on veut faire. Et donc évidemment le temps est plus long, on peut se donner le temps pour évoluer. Alors pour l'évaluation des stages, avant on regardait de façon très générale. Maintenant on a vraiment affiné compétence par compétence. On peut clarifier les attentes pour les étudiants. C'est aussi très utile pour nos maîtres de stage qui ont beaucoup apprécié de passer par ce type de démarche parce qu'ils s'y retrouvent beaucoup mieux, ils comprennent beaucoup mieux aussi les attentes de l'université par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ça augmente aussi l'équité des évaluations puisque tous les étudiants vont voir des choses relativement similaires et normalement elles vont être évaluées de la même façon. Alors, il y a eu une série d'impacts, parfois des impacts attendus comme ceux qu'on attendait sur la formation, des choses qui étaient plus étonnantes mais qui nous réjouissent aussi. Hein. C'est évident que d'avoir beaucoup travaillé ça et d'avoir travaillé par programme, ça a eu un impact aussi au niveau de la visibilité institutionnelle de la formation. Donc la logopédie, à l'échelle d'une université qui a une vingtaine de facs et chaque fac a je ne sais pas combien de masters, c'est vraiment quelque chose d'assez anecdotique. Et pourtant, on s'est rendu compte qu'on avait acquis beaucoup de visibilité, on savait ce qui se passait, on a eu beaucoup de presse, plein de choses au niveau de la logopédie. Les étudiants ont demandé de renommer la faculté, qui s'appelait avant la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, où la logopédie était un master qui était un peu perdu. Donc je pense qu'il y avait un sentiment de cohérence et d'appartenance, et les étudiants au conseil de fac ont dit que on fait une demande qui a fini par être entendue, qui n'était pas notre demande, mais où les collègues ont dit bah oui, finalement on peut faire ça. Et on a eu, et ça c'était par contre quelque chose qui était important pour nous, on a eu la possibilité d'avoir un département autonome en logopédie. Donc avant on était une sous-partie de la psycho avec toute une série de difficultés parce que c'est une autre profession et c'est important aussi de pouvoir, pour la cohérence du programme, avoir un endroit où on peut travailler en spécificité. Et j'en ai déjà parlé, on voit aussi avec le recul que ça a augmenté nos exigences pour la formation clinique. Je pense vraiment maintenant qu'on a amélioré la formation clinique de tous nos étudiants, on n'en perd plus en route. Et on a vraiment pu travailler avec les maîtres de stage. Et je pense que aussi dans la faculté, on est la filière qui travaille le plus avec ces maîtres de stage parce que je pense que la démarche demande ça. Quand on travaille, qu'on leur demande de faire partie de l'évaluation, il faut aussi travailler de concert avec eux. Et je vais passer la parole à Magdalene. Oui, donc en fait on avait envie d'aborder un petit peu comment est-ce qu'on peut finalement concilier les cours avec les compétences, parce que là on a beaucoup parlé des stages finalement, donc des activités plus cliniques. Finalement, où sont un petit peu les cours dans notre référentiel de compétences? Donc nous on a regroupé les cours en domaines de ressources. Donc on a, je vais vous montrer, donc notre référentiel il a maintenant cette allure-là. Donc là c'est une des compétences, la compétence prévention. Et donc on a regroupé les cours en différents domaines de ressources qui viennent appuyer, qui viennent aider au développement des apprentissages critiques. Donc ça c'est une première chose, dans le référentiel, donc les cours sont là finalement dans les domaines de ressources. Et on a dans le programme officiel qui est communiqué aux étudiants, on a utilisé cette classification pour montrer les cours.
Donc, dans notre programme de cours, on a à nouveau les domaines de ressources qui sont repris et les différents cours proposés aux étudiants qui sont repris sous ce domaine de ressources. Donc, c'est de cette manière qu'on montre un petit peu l'intérêt des cours pour le développement des apprentissages critiques et donc des compétences. Alors, un autre point sur lequel je pense que là, il va falloir continuer à avancer, c'est souvent dans les cours théoriques, il y a des choses qui sont organisées. Souvent, il y a des présentations de groupe, un travail écrit à rendre, un travail de groupe à faire. Et finalement, même si l'enseignant utilise ces méthodes finalement pour travailler du contenu, parfois les enseignants ne sont pas toujours conscients que finalement, proposer ce type de pratique, c'est vraiment travailler en tout cas des compétences transversales de relations professionnelles, d'expertise. Et donc là, il y a, je pense, encore un travail à faire parce qu'il n'y a pas encore cette conscience parfois d'un enseignant qui est très dans un cours théorique de la richesse du dispositif pédagogique qu'il utilise pour les compétences. Alors les engagements pédagogiques, ça correspond à vos fiches de cours. Donc c'est l'endroit où l'enseignant va reprendre ses objectifs, ses acquis d'apprentissage, ses activités d'apprentissage, etc. C'est un outil qui est chez nous obligatoire, donc l'enseignant doit obligatoirement le compléter. C'est une demande, une obligation institutionnelle. Et donc notre souhait, c'est d'intégrer dans cet engagement pédagogique un onglet sur le lien entre le cours et l'apprentissage critique. Avec peut-être cette distinction-là, maintenant c'est sûr que là, c'est pas encore fait, donc peut-être que ça évoluera. Mais donc, est-ce que le cours contribue au développement de l'apprentissage critique? Est-ce qu'il exerce l'apprentissage critique ou est-ce qu'il va évaluer à un moment donné cet apprentissage critique? Pour que finalement tout le monde aussi puisse s'y retrouver. Alors on a essayé vraiment de communiquer envers les étudiants, d'essayer que les étudiants s'approprient ce référentiel de compétences. Alors tout d'abord, on a créé le référentiel dans la mise en forme donc, sous deux volets. Le volet que je vous ai déjà présenté, donc c'est compétence par compétence. Et dans chaque compétence, on a donc les 3 niveaux de développement. Mais on a aussi créé une entrée par niveau de compétence. Donc si l'étudiant, par exemple, il est en bac 3, on sait que le niveau intermédiaire, on veut qu'il atteigne ce niveau-là en fin de 3e année. Et donc, il a pour chaque compétence le niveau qu'on attend donc, au niveau intermédiaire et les apprentissages critiques. Donc c'est une autre façon pour l'étudiant et qui généralement l'aide mieux aussi au quotidien, au cours de sa formation, de savoir qu'est-ce qu'on attend de lui dans le développement de ses compétences pour une année particulière. Et alors, un gros dispositif qu'on a mis en place, c'est donc un cours de développement professionnel donc, qui s'étale sur les 3 premières années du bachelier. Alors donc ici, ça reprend donc, pour chaque année du dispositif, donc l'intitulé du dispositif, notamment les objectifs et les activités d'apprentissage. Alors là où je veux juste attirer votre attention, c'est sur le fait que la première année, on part de l'étudiant. Donc, quand on parle d'orthophonie, on pense généralement à dyslexie, bégaiement, donc on pense à des pathologies. Donc la première année, par rapport à ce cours, on voit les pathologies, on les initie à ça, mais on approche quand même déjà le référentiel, donc moi je leur présente le référentiel et ils doivent me faire une petite synthèse de 2 pages sur qu'est-ce qu'ils ont compris, puis toutes les questions qui se posent encore sur ce référentiel. Mais à partir de la 2e année, on dit oui, il y a des logopèdes qui travaillent dans le bégaiement, dans la dyslexie, mais finalement, tous les logopèdes ont 5 mêmes compétences qui sont le traitement, l'évaluation, etc. Et donc vraiment, à partir de la 2e année, là, des cours sont organisés à chaque fois autour d'une compétence. Et ce cours a notamment l'intérêt aussi d'essayer de lier finalement la formation. Donc on parle des compétences dans ce cours et on essaie de voir en quoi tel cours peut avoir un intérêt pour la compétence. Alors finalement, on avait un peu envie de vous parler des freins et des leviers que nous, en tout cas, on a rencontrés, parce que peut-être que ça fera écho pour certains d'entre vous. Donc par rapport aux freins, il y a toute une série de freins qui sont évidemment liés aux enseignants qui sont impliqués dans le processus du développement des compétences. La première chose, c'est qu'en tout cas, nous, c'est vraiment ce mot qui ressort souvent, c'est la liberté académique. Donc chacun, finalement, peut décider de qu'est-ce qu'il va faire au sein de son cours, donc sous prétexte de la liberté académique.
Mais voilà, même si c'est une belle valeur la liberté académique, il y a aussi des contraintes, donc justement à pouvoir avoir une vision collective de la formation. Alors il y a un nombre assez conséquent d'enseignants, donc il y a des enseignants en logopédie, mais il y a aussi des enseignants en psychologie qui interviennent dans la formation, en linguistique, en médecine. Donc ça fait beaucoup d'enseignants, et donc notamment des enseignants de médecine, de linguistique avec qui on a peu de contacts parce qu'ils ne sont pas dans la même faculté. Comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est évidemment un investissement en temps, et en tout cas chez nous, mais je pense que dans la plupart des universités, on ne valorise pas tellement l'implication dans les dispositifs pédagogiques, on va plutôt évaluer en tout cas l'enseignant sur sa recherche, donc il faut arriver à finalement prendre ce temps en sachant qu'on ne sera pas nécessairement valorisé, en tout cas au niveau institutionnel, même s'il y a beaucoup de valorisation à travailler là-dessus. Et il y a parfois une perte. Donc quand on travaille dans les compétences, est-ce que finalement on oublie un peu peut-être la théorie, on perd le côté recherche? Surtout qu'en Belgique, on a 2 formations, dont vraiment une formation en orthophonique en 3 ans, très clinique, et donc il y a vraiment une crainte de perdre cette spécificité de la formation universitaire. Alors par rapport au programme, il y a aussi des freins. Le fait que vraiment, voilà, on a des cours comme ça qui sont, je pense comme partout, qui sont un peu saucissonnés, donc ça n'aide pas à ce que les cours soient liés et qu'on puisse avoir une vision comme ça assez cohérente. Et voilà. Enfin, on ne peut même pas, on a un programme qui est défini par arrêté royal, donc c'est comme ça en Belgique, et donc si les diplômes, pour qu'ils soient reconnus, il faut qu'un certain nombre d'intitulés soient repérables par les gens qui vont valider les diplômes, et donc si on fait une grande compétence évaluation mais qui ne voit pas le mot psychopatho, bien ça pose problème pour la validation, donc on est obligé de garder une série de mots-clés qui vont être importants pour la validation, même si c'est pas vraiment comme ça qu'on voudrait travailler les choses. Donc ce saucissonnage, il est aussi lié au diplôme et à la valeur légale. Mais pour finir, on a eu quand même des leviers très positifs. Des leviers externes, donc en fait, voilà, comme vous certainement, il y a eu des décrets sur l'enseignement supérieur qui impliquent notamment un changement dans le programme. Il y a eu le décret Bologne qui est plus international, mais on a eu un nouveau décret il y a 2 ans. Et on a finalement, c'est vrai que c'est imposé ce décret, mais on en a profité, c'était vraiment une opportunité pour se dire, tant qu'à changer de programme, autant essayer de l'améliorer. Alors on a la chance d'avoir quand même un soutien de l'institution, en tout cas avec un financement qu'on a eu, donc une logopède qui a été engagée à Cartan pendant 2 ans, et puis une autre logopède à nouveau pendant 6 mois. Et alors on a un support méthodologique, donc on a des pédagogues, on a une institution, une faculté donc, avec des pédagogues spécialisés dans l'enseignement supérieur, et la venue de Jacques Tardif, plusieurs semaines pendant ces années. Alors on a donc des leviers internes, donc le fait d'avoir une personne qui a été engagée pour travailler uniquement là-dessus, même si c'était à temps partiel, ça a vraiment été bénéfique pour le projet. Et il y a eu un peu 2 stratégies. La première, en tout cas au départ, quand on a développé le référentiel, ça a été de travailler avec une logopède qui est vraiment, qui a une très large expérience clinique, donc qui est au clair sur toutes les situations professionnelles que l'orthophoniste doit rencontrer sur le terrain. Et quand on a travaillé plutôt dans la seconde partie du référentiel, donc plutôt sur les apprentissages critiques et les niveaux de développement, là ça a plutôt été une logopède qui a l'habitude des dispositifs pédagogiques. Alors, on a travaillé en équipe restreinte, donc c'était 3 personnes donc, qui avançaient sur le référentiel et puis venaient présenter le travail effectué, étape par étape, au Conseil des études, le Conseil des études qui implique l'ensemble des enseignants impliqués dans la formation et des étudiants, des représentants étudiants. Et donc cette espèce de va-et-vient a permis de concilier efficacité et validation du travail. On a eu aussi un soutien très positif des étudiants par rapport à cette démarche. Et donc ça a toujours été très positif, et un accueil aussi positif des professionnels, des maîtres de stage, qui sentaient une démarche de notre part d'aller aussi, d'essayer de concilier les compétences du terrain avec notre bagage théorique. Alors pour finir, ce qu'on voulait un peu refléter, c'est finalement, nous on avançait dans le référentiel un peu par cycle. On a fait le référentiel, puis on a essayé d'implémenter, puis on s'est rendu compte en implémentant qu'il y avait des manques, donc on a travaillé sur les apprentissages critiques et les niveaux de développement, puis on l'a implémenté. Et puis là, on arrive à une nouvelle envie de retravailler.
avec plein de choses, plein de projets éventuels, on ne sait pas encore lesquels on va faire. Ben, notamment, et ça reste quand même un défi majeur, c'est de voir la cohérence entre les activités, les dispositifs pédagogiques justement qu'on a proposés et la cohérence entre ces dispositifs et l'apprentissage critique. C'est aussi, alors c'est ce qu'on appelle la charte en 6 points, mais donc ça c'est tout récent. On a été à un colloque universitaire début juin en pédagogie universitaire, et donc François Georges et Marianne Poumet ont présenté une espèce de charte en 6 points qui permet de voir dans quelle mesure le référentiel est implémenté, correctement implémenté dans le programme. Donc là, on aimerait bien faire une journée ouverte avec eux pour voir pour voir si finalement notre façon d'aménager le programme répond à cette charte. Alors il y a aussi peut-être un projet de développer un logiciel qui permet de visualiser la progression de l'étudiant à travers tous ses apprentissages critiques, toutes ses compétences, et aussi de peut-être voir un étudiant qui rencontre pas mal d'incidents critiques au cours de son parcours. Et finalement, Christelle l'a déjà évoqué, mais on a beaucoup travaillé sur les 3 premiers niveaux, donc novice, intermédiaire et compétent. Il y a le niveau avancé qui est après la formation, mais qui correspond finalement au niveau que possèdent nos maîtres de stage, ou au type de choses qu'on a envie de développer en formation continue. Et donc là, on a aussi le souhait de peut-être avancer et définir des apprentissages critiques là-dedans. Voilà. Je vous demandais si aujourd'hui, comment les étudiants vont tirer les traces avec quoi? Comment ils justifient leurs compétences? Alors, donc le logiciel, c'est pour visualiser son état d'avancement. On est en discussion, il y a certaines facultés, donc c'est vraiment un projet institutionnel. Il y a des facultés qui veulent que justement l'étudiant puisse ajouter des traces à ce logiciel. Donc nous actuellement, on a développé un portfolio en fin de 3e année et pas en fin de 5e année. Alors je sais que j'avais eu une question d'une pédagogue de notre université, parce que finalement le portfolio c'est souvent associé à un haut niveau de complexité des compétences. Et donc nous on a décidé de le faire en fin de bac 3 parce qu'on a l'impression que c'est un moment un peu charnière dans la formation aussi, de, entre guillemets, se dire, de laisser continuer les étudiants dans le master, les étudiants qui sont dans une bonne voie, on va dire, parce que les stages vraiment cliniques sont dans le master. Et donc là, c'est dans le dispositif de développement professionnel qu'il y a ce portfolio. Donc c'est un peu dans un cours, entre guillemets, qu'on demande ce portfolio, et ce logiciel serait plus méta, vraiment sur l'ensemble du programme et pour toutes les facultés. Et avec l'assurance que les professionnels y ont accès, Alors ça fait partie, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à discuter il y a un mois, donc c'est tout récent. Ça fait partie des questions qui ont été soulevées, d'une part que des extérieurs puissent y accéder, mais aussi par exemple des secrétaires, notamment parce que dans les compétences, nous on a la relation professionnelle, on a des étudiants qui sont inadéquats juste dans leur interaction avec les membres du personnel de l'université. Donc il y a ces questions qui ont été soulevées, et la question aussi de garder ce logiciel après la formation. Comme nous, comme partout je suppose, les étudiants après ont une adresse d'anciens étudiants et donc auraient encore accès à cette plateforme. Et donc ça fait partie des demandes qu'on a faites, que cette plateforme soit encore accessible par la suite avec les formations continues, etc. qu'on propose. Mais on est vraiment à l'état d'idée. Moi je suis co-responsable d'une formation premier cycle, ce que vous appelez bachelier. Oui. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que là, pour une fois, je crois que j'entrevois une possibilité de commencer à nous mettre à l'eau. Pour l'instant, ce qui me faisait très peur, c'était de devoir complètement détruire la maquette et la reconstruire entièrement à partir de zéro, et de devoir convaincre tous les enseignants. Et dans ce que vous avez présenté, si j'ai bien compris, finalement, c'est un peu opt-in. Les enseignants qui souhaitent contribuer beaucoup le font, et ceux qui souhaitent contribuer un peu moins, finalement, vous vous contentez d'utiliser votre référentiel de compétences comme structure souterraine ou sous-jacente, Oui. comme une espèce de squelette qui va expliciter le parcours. Tout à fait. Donc effectivement, on est dans cette démarche-là. Alors voilà qu'il y a aussi ses limites. On pourrait se dire, dans un monde idéal, il faudrait que tous les enseignants soient impliqués. Mais voilà, on a des personnes qui sont pas contre, mais qui ne veulent pas s'y impliquer. C'est plutôt ça la position. Et donc on est tout à fait, vous avez bien reflété votre façon de travailler.
Une dernière question, Christine. Moi j'avais une question par rapport aux étudiants. Est-ce que justement le fait que tous ne soient pas accompagnés de la même manière, parce qu'il y a des enseignants finalement qui sont volontaires pour aller dans le projet, d'autre part, est-ce que ça ne sème pas une confusion au niveau des étudiants? Et est-ce que par là, est-ce que c'est pas aussi un choix pour eux finalement de continuer à travailler de manière très traditionnelle au lieu de s'investir sur le projet? Ça c'est une première question. Et la deuxième qui est un peu complémentaire, dans l'historique que vous avez, est-ce que vous avez pu bien mesurer donc une augmentation de l'engagement et de la motivation des étudiants? Donc par rapport à la première question, je dirais que les étudiants, c'est sûr que c'est plus inconfortable, certains dispositifs, les portfolios, des choses comme ça, c'est très innovant. Mais pour ces choses-là, pour les compétences, on les a placées exprès à des endroits où on est sûr que tous les étudiants vont en bénéficier. Donc ça a été notre choix pour être sûr que par rapport aux compétences, là, ils aient le même retour. Et les étudiants sont, je trouve, très au clair, vont vite voir, sentent très vite les enseignants qui sont dans le projet ou pas. Ce que disait ma collègue, le fait qu'on travaille dans les compétences, on est beaucoup mieux reconnu par les étudiants parce qu'ils ont l'impression, je pense que c'est la réalité, mais ils ont l'impression qu'on est plus en phase avec le terrain. Et ça reste une préoccupation de l'étudiant, d'être sûr qu'il sera bien formé pour aller sur le terrain. Et donc, ils sont toujours très positifs au final. Parfois, ils ont un peu des craintes au début quand on présente des choses, mais sur ce qu'on leur propose dans la formation. Donc ça, on n'a pas des étudiants qui sont perdus ou qui vont finalement préférer, entre guillemets, aller chez d'autres enseignants. Ils vont retirer ce qu'ils peuvent retirer chez d'autres enseignants et profiter de ce qu'on leur propose. Alors par rapport à l'engagement, non, on n'a pas évalué ça. On n'est pas très bon dans l'évaluation de ce qu'on met en place, à essayer de mesurer, d'identifier des indicateurs, des choses comme ça. C'est plutôt un sentiment, des choses qui sont rapportées par les représentants des étudiants quand on a des réunions avec eux. C'est sûr qu'on a demandé plus d'engagement. Enfin, vraiment, tout ce qu'on a constaté comme impact, qui n'était pas un impact qu'on recherchait, mais c'est vraiment l'augmentation de la qualité, des exigences. Et on arrête plutôt des étudiants. Et donc, j'ai l'impression que ça, c'est positivement, pour eux, humainement, plus facile de se réorienter le plus tôt possible. Merci beaucoup.